Aujourd'hui, Eva Ria, Sarah Gremaud et moi-même, Clarisse Serbe, allons vous présenter la Convention de Berne. La biodiversité est un terme qui désigne toutes les différentes variétés d'espèces vivant sur Terre. C'est cette grande variété d'espèces qui permet le cycle de la vie et qui permet entre autres aux humains de produire de la nourriture ainsi que de réduire les émissions de CO2. Plus de biodiversité égale donc plus d'équilibre. Ainsi, pour maintenir un écosystème équilibré, il est primordial d'avoir une biodiversité en bonne santé. Avec nos modes de vie d'hommes modernes où l'on industrialise un maximum, on a tendance à oublier de prendre soin de la nature. Un bon nombre d'espèces animales et végétales ont ainsi subi des destructions massives ou des pollutions de leurs habitats naturels, les menant pour certaines à leur perte et pour d'autres dans des situations très précaires. En effet, durant les 50 dernières années, les humains ont causé l'extinction de 58% des espèces animales. Prenant conscience de cette situation alarmante, le Conseil de l'Europe souhaite mettre en place des règles européennes destinées à protéger ce patrimoine naturel. C'est ainsi qu'en 1979, la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, plus connue sous le nom de Convention de Berne, voit le jour. Cette dernière entre en vigueur en 1982. À ce jour, 50 pays ont ratifié la Convention. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la plupart des pays membres sont des pays européens. Mais il y a aussi quelques pays africains tels que la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Burkina Faso. La Convention de Berne est un instrument juridique qui a pour objectif de conserver la vie sauvage et le milieu naturel en Europe. Pour ce faire, les États parties doivent mettre en place une coopération entre les États membres, coordonner les analyses d'impact sur l'environnement et harmoniser des mesures de conservation de la flore, faune sauvage et de leurs habitats naturels, ainsi que des mesures de protection des espèces migratrices menacées d'extinction. Mais comment fonctionne la Convention de Berne? On peut diviser la Convention en 3 parties, soit, premièrement, les règles de base que les États membres doivent respecter afin de réaliser l'objectif de conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. Deuxièmement, les règles d'organisation de l'institution qui veillent à la bonne application de la Convention de Berne, dont on vous parlera par la suite. Troisièmement, les 4 annexes qui listent les espèces à protéger et les méthodes de capture et de mise à mort qui sont interdites. L'annexe 1 liste les espèces de flore strictement protégées, par exemple le crocus, le sapin de Sicile et certaines espèces d'orchidées sauvages. L'annexe 2 liste les espèces de faune qui sont strictement protégées, par exemple le lynx, la loutre, le loup, les faucons et certaines espèces de salamandres ou de serpents par exemple. En gros, il y a de tout. Des mammifères, beaucoup d'oiseaux, des amphibiens, des reptiles. L'annexe 3 liste les espèces de faune protégées, par exemple le cerf, le castor, les pies bavardes, toutes les espèces d'amphibiens et de reptiles qui ne sont pas incluses dans l'annexe 2. Et finalement, l'annexe 4 liste les moyens et méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation qui sont interdites, par exemple les appareils électriques capables de tuer ou d'assommer, les pièges-trappes, les miroirs et les autres objets aveuglants. Maintenant, vous me direz quelle est la différence entre l'annexe 2 et l'annexe 3. Eh bien, dans l'annexe 2, les espèces listées sont celles menacées d'extinction ou vulnérables, et c'est la raison pour laquelle elles sont strictement protégées. Cela implique une interdiction générale de toute atteinte à ces espèces et à leurs habitats naturels. L'annexe 3, quant à elle, vise les espèces qui ne sont pas directement menacées, mais qui ont tout de même besoin d'une certaine protection pour maintenir leur population stable. En résumé, les espèces contenues dans l'annexe 2 disposent d'une protection plus large que les espèces listées dans l'annexe 3. Notons qu'il est possible de demander des dérogations à ces mesures de protection, notamment lorsqu'il s'agit de protéger des intérêts privés prépondérants, par exemple du bétail qui serait menacé de dommages importants causés par des loups, ces derniers étant une espèce strictement protégée listée dans l'annexe 2. Ou alors lorsqu'il s'agit de protéger des intérêts publics prépondérants, par exemple dans l'intérêt de la santé ou celui de la sécurité publique ou aérienne. À présent, revenons aux règles d'organisation avec les articles 13 à 18 de la Convention, soit à la question de savoir qui gère et vérifie l'application de la Convention. Il s'agit du comité permanent, qui est composé de représentants des États membres, ainsi que des représentants de pays observateurs et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le comité permanent se charge d'adopter des recommandations qui sont émises envers les États membres pour que ces derniers appliquent des mesures concrètes et efficaces de protection de la biodiversité. Le comité s'assure ainsi que les objectifs fixés par la Convention de Berne soient atteints. En plus du comité permanent, l'institution est dotée d'un secrétariat
qui s'occupe des éléments organisationnels et administratifs. Elle est aussi dotée d'un groupe d'experts qui se charge de faire des analyses et d'apporter des conseils scientifiques. Voici à présent un schéma qui vous permet de mieux voir le fonctionnement des institutions de la Convention dans son ensemble. En résumé, comme on peut le voir, le comité permanent est l'organe qui chapeaute le tout. C'est lui qui s'assure de la bonne application des règles prévues par la Convention, en surveillant que chaque État membre les mette en œuvre par le biais de leur politique interne et de lois. Le contrôle de l'efficacité de cette mise en œuvre interne se fait par la rédaction de rapports de la part des États membres. Ces rapports sont remis au comité permanent et c'est sur la base de ces éléments que le comité permanent pourra formuler ses recommandations à l'intention des États. Passons à présent aux annexes, où là, la Convention s'est dotée d'un moyen flexible pour les modifier, ce qui permet une adaptation plus aisée et rapide aux évolutions et aux besoins des différentes espèces. Il s'agit du système des amendements. Ce système permet aux États membres de proposer des amendements, en d'autres termes des modifications, qui s'appliqueront aux annexes afin d'en retirer certaines espèces ou au contraire d'y ajouter des espèces à protéger. De la Convention est également né le réseau Emeraude. Ce réseau regroupe des zones particulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité au sein des États membres, des zones à grande valeur naturelle. C'est l'un des outils principaux de la Convention afin que les parties contractantes respectent leurs engagements et que les objectifs de la Convention soient atteints. Comment est-ce que cela fonctionne ? Les États sélectionnent les zones sur leur territoire qu'ils estiment avoir les qualités requises pour servir les objectifs de la Convention, c'est-à-dire assurer la survie à long terme des espèces de flore et de faune qui nécessitent une protection spécifique. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Une fois la zone désignée, les autorités doivent mettre en place une organisation afin de protéger cette zone. Elle doit être surveillée et entretenue afin d'être sûre qu'elle maintienne sa qualité et qu'elle serve les intérêts de la biodiversité. Par exemple, en Suisse, nous avons actuellement 37 sites qui sont répertoriés au réseau Emeraude, tels que l'étang de la Gruyère, du côté du Jura, les rives sud du lac de Neuchâtel avec la Grande Carissée, ou encore la Vracona, près de Sainte-Croix. Et voilà, c'était la Convention de Berne. On espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre attention.